Bonjour. Certains, voire beaucoup, nous traitent de complotistes, de théoriciens du complot. Il y a eu des néologismes tels que covidio et maintenant il y a le terme de rassuriste, probablement pour désigner les personnes qui auraient tendance à minimiser la gravité de la situation sur le plan sanitaire. Ce n'est sans doute pas trop le moment de se positionner sur cette question, puisque les chiffres flambent, le nombre de décès augmente et apparemment hôpitaux et laboratoires saturent. C'est l'enfer, et ça tombe bien, si j'ose dire, après avoir parlé de décès, parce qu'on va parler de satanisme. On parlera aussi des milieux pédos que vous pourrez compléter par fil ou criminel, et nous allons voir si l'on peut conjuguer les deux et l'associer au Covid, ou si c'est Covid de sens. Avant cela, je vais juste terminer sur les propos de l'intro pour dire que le complotiste, c'est celui qui avance des complots sans preuve. Bon, ça doit faire environ 10 mois maintenant qu'on en avance, alors qu'il reste toujours, sinon impossible, du moins très difficile, de vérifier les chiffres qu'on nous propose. Par ailleurs, on a vu que les preneurs de décision au niveau de nos gouvernements s'appuyaient sur des cercles d'experts divisés, ce qui signifie que la plupart des débats contradictoires se font en interne, que ces mêmes preneurs de décision, du moins en Belgique, ne sont majoritairement pas compétents en matière de médecine et que lorsque des voix, celles de ces fameux rassuristes, s'élèvent contre le consensus général, il ne s'agit que de sommité parfois mondiale dans leur discipline spécifiquement concernée. Voilà pour couper un peu l'herbe sous le pied de ces détracteurs. Je vais commencer par attirer votre attention sur le fait que le CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, a toujours eu pour but d'étudier les phénomènes bizarres avec une approche scientifique, rationnelle, en tentant toujours prioritairement d'examiner toutes les possibilités d'explication naturelle et donc sans recours à l'au-delà, les petits bonshommes verts, et sans voir la queue du diable partout ou de crier aux fantômes au moindre courant d'air. C'est ainsi qu'au long d'une carrière vieille d'une quarantaine d'années, jalonnée d'une multitude de visites de maisons prétendues hantées ou concernant d'autres phénomènes, j'estime à 97% environ la quantité de cas expliqués par nos soins totalement démystifiés. Ce qui nous intéresse au CERPI, et c'est important de le savoir, c'est la vérité. La pure vérité ou la vérité toute nue. Et peu importe à qui cette vérité puisse plaire ou à qui elle pourrait déranger. Le CERPI se penche aussi sur le cas des théories du complot, mais pas pour les défendre ou les alimenter sottement. Il s'agit plutôt d'examiner quelle en est la substance, le fondement, les arguments, et de tenter d'en déterminer la valeur factuelle. La crise sanitaire du Covid-19, prétendue comme une tentative de l'État profond d'établir le nouvel ordre mondial et la mondialisation par le biais d'une série d'étapes dont la première serait l'établissement d'une dictature sanitaire, ne fait pas exception à la règle. Dans l'état actuel des choses, il est seulement possible de réunir un ensemble d'arguments, mais pas de fournir une conclusion qui serait définitive. C'est la quantité de ces arguments qui devraient nous mettre la puce à l'oreille, mais c'est le professeur Edmond Locard de la police scientifique de Lyon qui disait « Les arguments ne se comptent pas, ils pèsent ». En effet, par exemple, dans un procès, vous pourriez disposer d'une grande quantité de petits arguments qui démontreraient par exemple l'innocence de l'accusé, et d'un seul qui l'accablerait de culpabilité. Après, c'est aux avocats de faire valoir les 10 arguments et au jury de trancher en finale. Au rang des accusés, nous avons une vague nébuleuse que l'on nomme l'état profond, et parmi lesquels on trouve notamment, mais pas seulement, les milieux satanistes et pédocriminels. Difficile de dissocier les deux, puisque les milieux satanistes, ou du moins certains, ce qui est déjà une distinction à faire, utilisent des enfants dans leurs rituels glauques, les torturent, les sacrifient, voire les mangent, et donc le rapport avec la pédocriminalité est sinon facile à établir, du moins n'est-il pas loin, tout en établissant malgré tout certaines différences spécifiques.
D'autre part, les milieux pédocriminels peuvent très bien être en relation avec les milieux satanistes, ne serait-ce que dans une optique de rentabilité, l'enfant devenant une matière première commercialisable. On voit immédiatement que cette relation n'est toutefois pas automatique ni forcément généralisée. Le problème se complique à partir du moment où l'on tente d'établir une relation entre ces milieux et la politique, même s'il est évident que l'occasion fait le larron, que l'esprit est fort mais que la chair est faible, et qu'un seul faux pas peut mener loin via le chantage et donc l'emprise. Sous l'effet de l'euphorie de l'alcool, des grosses légumes se laissent exceptionnellement tenter par les appâts d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, et une fois en coulisses, un enfant a pris sa place, mais il est bien plus jeune. Alors certains font marche arrière, d'autres succombent, tout dépendant du taux d'alcoolémie et du niveau d'intégrité, de responsabilité ou de conscience. De l'autre côté, on a l'influence de l'argent via les conflits d'intérêts, ce que l'on appelle Big Pharma, une autre entité nébuleuse dont l'entreprise n'est plus à démontrer et qui peut également agir indirectement et ou involontairement via tout un ensemble de drogues provoquant des états de conscience modifiés. Alors, puisque l'on parle de Covid-19 et que le 19 fait référence à l'année de l'apparition de la pandémie à Wuhan, il serait bon de regarder ce qui s'est passé en avril 2019. En effet, c'est ce mois-là que le temple satanique a été reconnu comme église légitime aux États-Unis. Voilà du factuel, et à ce propos, vous pouvez consulter par exemple la dépêche.fr du 25 avril en ligne, et dont je vous mets le lien dans le descriptif ci-dessous. Cependant, pas de conclusion hâtive, parce que Monsieur Tout-le-Monde généralise souvent, abusivement, et en raison des possibilités de confusion qui existent entre différents types de satanisme. C'est un peu comme dans la religion traditionnelle où vous pouvez avoir de simples croyants non pratiquants et pas forcément mieux que les autres, des modérés ou des extrémistes ou encore des dissidents et des protestants, etc. Il peut être question de religion ou de philosophie, et dans le cas présent, l'entité de référence du satanisme en question est, comme on ne s'y attendrait pas, Lucifer. Là, on se pose évidemment la question. Confusion supplémentaire, celui qui est désigné comme tel serait, d'après la Genèse, un ange déchu, mais aussi le porteur de lumière, ce qui apparaît bien dans l'étymologie du mot, lux signifiant en latin lumière, et ferre voulant dire porter. Lucifer serait donc le porteur de lumière, ou bien le phare dans les ténèbres, la source de vérité, de puissance ou de vie, etc. C'est une façon de voir les choses, pour le moins ambiguë dès le départ, et qui prête évidemment à tous les égarements. D'aucuns prétendent que Lucifer serait le frère de Dieu, une seconde version à la fois semblable et antagoniste. Ce n'est peut-être pas saugrenu dans un concept anti-manichéen classique. Ça mérite des explications. Alors voilà, en Occident, si vous demandez à quelqu'un de diviser un cercle en deux parties strictement égales, eh bien, il y a toutes les chances pour qu'il trace tout simplement un diamètre, et ce sera correct. Maintenant, regardez la version orientale symbolisée par le sigle du yin et du yang. Vous y voyez que la partie blanche et la partie noire sont strictement équivalentes, mais que leur division ondule pour marquer que la distinction n'est pas aussi bien tranchée. De plus, dans chaque partie, vous avez une inclusion de sa partie adverse. Or, rappelez-vous que l'on symbolise le blanc comme le positif et le noir comme le négatif. Donc, le bien et le mal ne seraient pas si farouchement opposés qu'ils paraissent, et l'un ferait intégralement partie de l'autre avec une idée de complémentarité fondamentale. L'un n'existe pas sans l'autre. Maintenant, si l'on extrapole ces considérations, on voit l'ensemble des récupérations qu'il y a moyen de faire à tous les niveaux. C'est le cas de le dire, c'est diabolique. Une illustration de ce point réside dans la pratique du sadomasochisme, qui consiste finalement à se faire du bien en se faisant du mal, là où d'autres se disent qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Oui, je sais, il y aurait moyen de débattre sur ce sujet, mais tel n'est pas l'objectif de cette vidéo. Alors pourtant, tous les milieux satanistes ne sont pas forcément à incriminer, certains étant inoffensifs
ou quasiment inoffensif. Au même titre qu'il ne faut pas donner le bon Dieu sans confession à personne, pas même au Vatican. L'affaire des prêtres pédophiles n'est-elle pas là pour le démontrer? Il n'empêche qu'en procédant à l'officialisation de cette Église, on ouvrait la porte à toutes les dérives indirectes, et on voit que certains n'ont pas perdu de temps, et ont par exemple mis en œuvre une autre étymologie à Lucifer. Celle-ci serait devenue le porteur de luxure. Vous saisissez la nuance terrible? Analysons à présent ce qui se fait en politique, profitant apparemment d'une diversion providentielle par le Covid-19 qui mobilise et focalise toutes les attentions. La loi de bioéthique passe en douceur et, comme on le dit à Bruxelles, en stummelings, c'est-à-dire en catimini, alors qu'il s'agit d'une abomination qui risque de générer des chimères dignes des meilleurs films de science-fiction ou d'épouvante et le détournement d'enfants en très bas âge à toutes les fins possibles et imaginables. Cette loi n'est pas encore totalement avalisée, mais elle est en très bonne voie de l'être, malheureusement, et nous resterons plus que probablement muselés jusqu'à une date largement ultérieure au moment où elle sera entérinée. Ça mérite réflexion. Un autre point qui mérite réflexion est le port obligatoire du masque, que certains relient non seulement à la négation de l'identité de l'individu, mais aussi comme un élément symbolique faisant partie des rituels satanistes. Si ce dernier point est contestable, le premier est avéré de manière incontestable. Je peux vous citer deux exemples vécus sur le sujet. Dans le premier, je croise des voisins dans une grande surface et malheureusement, je néglige de les saluer tout simplement parce que je ne les avais pas reconnus à cause du masque. Dans le deuxième, qui date d'aujourd'hui, j'ai salué deux fois la même personne à 5 minutes d'intervalle pour la même raison, et non, ce n'est pas de l'Alzheimer, c'est bien à cause du masque. Et avec tout ça, je ne sais toujours pas si elle était jolie ou pas. Quelque part, ce serait donc histoire de faire d'une pierre trois coups, prétexte sanitaire, banalisation de l'individu et familiarisation avec le concept. C'est là où moi je me demande si obliger nos enfants à porter le masque à l'école n'émanerait pas d'une volonté de procéder à un apprentissage généralisé. On apprendrait donc à nos enfants à se familiariser au port de ce masque pour le reste de leur existence. Vous direz peut-être que je vais trop loin dans mes spéculations, mais n'oubliez pas que, par exemple, qu'Emmanuel Macron a dit que les Français avaient tout intérêt à s'habituer au port du masque, sous-entendant donc clairement que celui-ci allait perdurer un certain temps que l'on peut déjà imaginer couvrir au moins plusieurs mois. N'oubliez toutefois pas que des millions d'Asiatiques portent couramment le masque, pour se protéger de la pollution, d'accord, mais n'oubliez pas aussi qu'ils appartiennent à un régime dictatorial, d'où le rapport avec la politique. Vous allez me dire que c'est insuffisant pour admettre le lien de cause à effet. Mais ne me suis-je pas laissé dire que lorsque l'on supprimait des libertés à la population, il était bien rare qu'on la lui restitue? Après tout, la pollution concerne également nos pays occidentaux. Ne sommes-nous pas déjà pollués par un virus d'origine asiatique? La crise actuelle ne pourrait-elle donc pas servir de prétexte à cette transition? Et en inculquant à nos jeunes têtes blondes le port du masque, en l'inscrivant dans de nouvelles habitudes de vie, ne constituerait-on pas la base d'une nouvelle norme sociale? Est-ce que vous comprenez maintenant la dualité de l'attaque dont nous faisons peut-être potentiellement l'objet? Les éléments qui vont suivre vont hélas avoir tendance à me donner raison. Or donc, nous avons déjà une loi de bioéthique qui permettrait une forme de rapt légalisé d'enfants dépourvus d'identité, par exemple parce que la mère se trouverait dans un état de détresse psychologique intense. Mais tu parles de détresse psychologique intense dans un contexte prolongé de Covid-19, à présent largement plus prolongé qu'une période de gestation, et ça ne va pas s'arranger avec le temps. N'a-t-on pas dénoncé l'augmentation des violences conjugales, des séparations et autres éloignements favorisés par le confinement? Est-ce que l'on n'a pas parlé aussi d'une augmentation considérable de la consommation de drogue commercialisée par Big Pharma, mais pas exclusivement, c'est entendu. On pourrait aussi évoquer le MK Ultra,
ce programme de contrôle mental bien connu et ses éventuelles réminiscences qui pourraient subsister de manière occulte au niveau militaire et donc presque forcément avec des accointances politiques. Ici, je vous propose un premier document en suggestion, et si certains passages ne vous diront rien ou pas grand-chose, en revanche, d'autres méritent votre attention. Il convient parfois de bien lire entre les lignes, car vous y retrouverez des éléments qui rejoignent étrangement l'actualité. En plus, il s'agit d'un témoignage tout de même poignant. Or donc, nous aurions peut-être une éducation au port prolongé d'un élément qui serait aussi symbolique sur le plan satanique ou assimilé, dirons-nous, disons, parallèle. Or donc, nous aurions aussi désormais une éducation sexuelle obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans. Attention, sujet délicat à apprécier au gré des différentes nuances que je vais vous exposer. Oui, alors, je sais, l'éducation sexuelle à partir de 3 ans, ce point m'a choqué aussi. Mais sans doute ne vous rendez-vous pas compte de toute la perversité de ce point. En effet, jusqu'ici, l'instruction était obligatoire, mais pas l'école. Et là, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que jusqu'ici, les parents avaient toujours la possibilité, rarement mise en pratique, d'accord, mais ils disposaient de cette possibilité d'assurer eux-mêmes l'instruction de leurs enfants ou par des professeurs privés, par exemple. Or, désormais, et la nuance est importante, il est désormais bel et bien question de subtiliser, d'escamoter cette possibilité, et donc passage obligé par l'école. Et donc passage obligé par cette éducation sexuelle très précoce. Mais dans quel but? Qu'est-ce que l'on peut inculquer en matière de sexualité à un enfant de 3 ans? Ici, je vous mets en suggestion un document particulièrement dérangeant, il est vrai, mais que You ne semble pas avoir jugé bon de censurer. Il va vous en dire plus et je vous invite vraiment, vivement, à en prendre connaissance complètement, car il est édifiant. Alors, à ce propos, je ne dirai pas le contraire, les propos sont difficiles à entendre, il vous faudra être attentif et faire un effort de compréhension, au besoin même vérifier par vous-même. Mais de grâce, ne sautez pas ce document, si désagréable puisse-t-il être à certains égards, parce qu'après tout, il s'agit de vos enfants, il s'agit de nos enfants, et encore une fois, si ce point n'a pas le pouvoir de vous mobiliser, je ne peux plus rien faire, moi. Et si vous ne voyez pas quelque chose de satanique dans cette disposition, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Toujours dans le même ordre d'idées, je vous ai trouvé un autre document sur le même sujet et qui enfoncera le clou et qui sera peut-être aussi plus agréable à la lecture tout en vous proposant aussi un livre afin de compléter vos connaissances sur ce qui est sans doute l'un des plus gros scandales du siècle, un truc qui est parfaitement accessible à tout un chacun, qui n'est pas caché, mais dont bien peu sont seulement conscients de l'existence. Et donc, je l'ai déjà dit, ça relève vraiment, apparemment en tout cas, du satanisme le plus poussé. Je terminerai encore par 2 points à propos du satanisme. Le premier concerne les mutilations animales que bon nombre d'éleveurs de chevaux, entre autres, ont eu à déplorer. Les agissements de ces mêmes milieux sataniques constituent l'une des pistes suivies par les forces de police. Mais il en existe d'autres que l'on ne peut pas exclure, bien sûr, la bêtise humaine n'ayant pas de limite. Les agissements en question sont évidemment innommables et devraient être très sévèrement punis, plus que les 2 ans de prison prévus. Mais à condition, évidemment, de trouver les coupables. Mais pour le moment, la police piétine. Elle est peut-être trop occupée à contrôler le port du masque, les couvre-feux et la fermeture d'établissements de l'ORECA. Pour certains commissariats en Belgique, j'ai même vu qu'il s'agissait de se soigner du Covid ou au moins de se mettre en quarantaine. Or donc, il existe dans notre pays des régions qui n'ont plus de police. Je me souviens pourtant qu'au début de la crise, Madame Sophie Wilmès, notre ancienne première ministre, annonçait qu'elle allait mettre 10 000 nouveaux policiers sur le terrain. Ma question est simple, où sont-ils? Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux. Or donc, pour se protéger de ces mutilations d'animaux, les éleveurs font des rondes et il vaudra sans doute mieux ne pas tomber entre leurs mains, surtout en flagrant délit.
Cette surveillance risque de devenir difficile, sinon impossible ou risquée, en raison même de ces couvre-feux. Mais pourrait-on m'expliquer ce qui justifie les observations de ces surveillants, les éleveurs, lesquels font état du survol de drones? Précisons qu'il s'agissait de drones de bonne taille, lesquels, vu leur prix, ne peuvent pas être le fait de particuliers. Ou alors s'agit-il de personnes faisant partie de la haute société, poursuivant des desseins très bas. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il s'agirait d'une opération policière de surveillance, d'autant qu'aucune opération de ce genre ne semble avoir été confirmée. Sans pouvoir prétendre ipso facto à un rapport avec les milieux satanistes, il faut tout de moins admettre que le sujet se trouve sous la loupe de sphères très puissantes. Lesquelles? Ah, je les oublié. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez à présent que je me suis infiltré dans le milieu hospitalier, dans le milieu politique et associatif. Il vous reste à savoir que je suis désormais en relation avec plusieurs éleveurs de chevaux, et pour ce qui est de la sorcellerie, c'est déjà fait. Bon, évidemment, vous aurez aussi compris que je ne pourrai pas continuer comme ça indéfiniment, que je ne peux pas être partout à la fois et que mes journées ne font que 24 heures, mais vous aurez aussi compris que je fais vraiment le maximum. Il reste donc le dernier point. Vous savez, à propos de la pédocriminalité, eh bien, je me suis toujours demandé ce qu'un individu pouvait trouver comme plaisir à violer un enfant, surtout en bas âge. Un bébé, ça me dépasse complètement. Qu'il puisse éventuellement, à la rigueur, de temps en temps y avoir certaines petites transgressions lorsque l'un des deux partenaires n'a pas encore tout à fait 18 ans, par exemple. Bon, on n'est évidemment toujours pas dans la légalité, mais, enfin, vous comprenez l'idée, mais un bébé, ou un enfant, quoi, non, non, je ne parviens pas à comprendre, désolé. Alors, en principe, parce qu'on va voir la différence, le simple pédophile, le simple entre guillemets, recherchera son plaisir sexuel dans la fraîcheur juvénile, à moins qu'il s'agisse simplement de maboules. Vous savez, c'est même maboules qu'évoquaient des journalistes en parlant des membres de leur gouvernement. Le sataniste, lui, suivra un autre principe n'excluant pas le premier. Il s'agira de la transgression des tabous, pas seulement dans les techniques sexuelles, et j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais également dans le fait de bafouer, de salir, de souiller, de profaner ce que nous avons de plus cher, ce qui est en fait le plus sacré aux yeux de Dieu, ce qui représente la vie et constitue le substrat des générations futures. C'est l'outrage ultime, et là, il n'y a plus guère moyen de confondre. Alors, je suis parfaitement conscient de n'avoir fait que survoler très superficiellement le présent sujet. J'aurais pu vous en parler pendant au moins 72 heures, mais ça aurait fait un peu longuet pour une vidéo. Ce qui était ici surtout important, c'était de vous ouvrir des portes vers certaines connaissances complémentaires, particulièrement importantes. C'était aussi pour moi l'occasion de prendre l'adversité à contre-pied en les prenant là où ils ne m'attendaient pas du tout, surtout dans le contexte actuel. Pourtant, nous n'en sommes finalement pas si éloignés. Si vous voulez un exemple, eh bien, allons-y. Vous savez qu'en raison du Covid, le porte-à-porte pour Halloween sera interdit. En raison des couvre-feux existants dans certaines régions, cela empêchera les gens de sortir de chez eux la nuit et peut-être de commettre des actes répréhensibles. Comme nous l'ont signalé nos ministres, la police renforcera sa surveillance, du moins si celle-ci dispose encore d'assez de survivants. Mais finalement, simple question, qui surveille nos ministres? Eux dont bon nombre sont à présent contaminés. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de ministres et de choses sinistres. Une prochaine fois, je vous parlerai de vampires. Et c'est là que les mauvaises langues diront que ce sera l'occasion de parler de crocs. Et à présent, je vais vous laisser en vous souhaitant plein de bonnes choses. Vous savez très bien que je ne lâcherai pas le morceau. Je vous souhaite plein de bonheur. À bientôt. Salut.